cœur de l'information. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, plaisir de vous retrouver au sommaire de cette édition. Le Togo, premier pays africain d'atterrissage d'Equiano, le nouveau câble sous-marin du géant de l'Internet Google, images et commentaires de la cérémonie inaugurale en début de cette édition. Nous parlerons également dans ce journal de l'enquête foncière lancée par l'Office togolais des recettes dans le Golfe 3. Nous serons avec Clarissa Ticlet pour plus de détails. Enfin, en fin d'édition de la finale de la 36e édition du championnat militaire et paramilitaire de football, le RCGP, le régiment parachutiste commando de Kara est sacré champion. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le Togo, premier pays africain rallié au câble sous-marin du géant de l'Internet Google. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a procédé ce matin à l'inauguration de l'infrastructure au port autonome de Lomé. Image maintenant de l'arrivée du président de la République sur les lieux. Messieurs, nous accueillons Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Président des institutions de la République, Madame le ministre. Le déploiement des Kiano sur les côtes togolaises est une volonté manifeste des plus hautes autorités togolaises. Le projet est capable d'offrir 20 fois plus de capacité de réseau que le premier câble sous-marin qui dessert depuis 2012 la sous-région. L'infrastructure, en un mot, va transformer durablement le paysage numérique togolais. Le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a procédé ce matin à l'inauguration. Le compte-rendu de la cérémonie inaugurale avec Ekouissala et Christine Petiki Aloudé. Dans ce navire câblier débouchent les câbles sous-marins Equiano de Google. L'infrastructure devra offrir 20 fois plus de capacité de réseau Internet que les derniers câbles sous-marins construits pour desservir le continent africain. Son inauguration ce vendredi par le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, est l'aboutissement de plus de 2 ans de négociations avec Google. Le câble Equiano va permettre à l'entité Sea Squared Wezon, qui est une joint venture à participation publique minoritaire, d'intervenir sur le marché de gros de vente de capacité internationale pour alimenter les opérateurs de réseaux mobiles et les fournisseurs d'accès à Internet et finalement rejaillir sur les utilisateurs finaux que représentent les individus et les entreprises avec des prix d'Internet plus bas. Le Togo est le tout premier pays africain à être relié à ce câble sous-marin. L'infrastructure va permettre au pays d'améliorer sa connectivité Internet, mais pas seulement. L'atterrissement du câble sous-marin Equiano sur les côtes togolaises que nous célébrons aujourd'hui permet de poser de solides fondations pour l'implémentation de notre stratégie pour la transformation digitale du Togo à l'horizon 2025. Notamment l'accès à l'Internet haut débit et aux équipements de bonne qualité pour tous,
l'identification biométrique de tous nos citoyens et la mise en place d'un registre social des personnes et des ménages. Dans cette optique, le câble Equiano favorisera une augmentation de l'accès des populations à l'Internet très haut débit dans la mesure où il contribuera à une réduction significative des coûts d'accès à Internet. Le câble sous-marin Equiano contribuera à faire du Togo un hub digital pour la sous-région, et non seulement pour la sous-région, mais pour l'Afrique entière, nous l'espérons. Le projet Equiano au Togo sera mené en 2 phases. Une première phase porte sur la construction du câble sous-marin qui débute aujourd'hui, et une seconde phase qui va porter sur la gestion et la revente de la capacité internationale à des fournisseurs d'accès Internet, à la fois au Togo et dans les pays voisins, afin de s'assurer de prix abordables sur le marché, notamment togolais. Avec Equiano de Google, le Togo est désormais alimenté par 2 câbles sous-marins. Le premier inauguré en 2012. Ce nouveau câble sous-marin va permettre au pays de déployer la fibre optique sur l'ensemble du territoire national, ceci dans un bref délai. L'actualité ce soir, c'est aussi le Conseil des ministres de l'Union monétaire ouest-africaine qui s'est réuni ce matin en session ordinaire à Lomé, une session essentiellement consacrée à l'analyse du rapport d'activité exercice 2021 et de la situation des banques au sein de l'Union et surtout l'approbation des comptes de la BCEAO. Au compte rendu Clarisse Atikle, Tchazinambaga. C'est la première fois depuis 2 ans que le Conseil des ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA se réunit en présentiel, signe d'un retour progressif à la vie normale au sein de cette institution. Pour cette première session de l'année 2022, le Conseil des ministres fait le bilan des activités de la BCEAO au titre de l'exercice 2021. Nous examinerons notamment le rapport sur la situation économique et monétaire de l'UEMOA au 31 décembre 2021 et procéderons à l'approbation des comptes de la BCEAO ainsi qu'à l'affectation du résultat financier de l'Institut d'émission au titre de l'exercice 2021. Nous formulerons un avis sur les rapports du programme d'évaluation du secteur financier de l'UEMOA et la situation des banques publiques en difficulté. Même exercice pour le compte de la Banque ouest-africaine pour le développement BOAD au titre de l'année 2021. Le Conseil des ministres se prononcera sur le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil des ministres de l'UEMOA qui s'est tenue le 17 décembre 2021 par visioconférence. Sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021, ainsi que sur le rapport annuel 2021. En outre, nous procéderons à l'actualisation de la déclaration de politique générale et examinerons les conditions applicables au concours destiné aux États inscrits dans les perspectives financières actualisées 2022-2026 de la BOAD. Autre sujet abordé, la désignation du président du Conseil des ministres de l'Union. Le Togo étant arrivé au terme de son mandat de 2 ans, un mandat marqué par la pandémie du coronavirus. Cependant, sous la présidence du Togo, la BCEAO a pris des mesures robustes pour atténuer l'impact de la pandémie sur l'activité économique au sein de l'Union. Le développement des paiements électroniques, les reports d'échéances accordés par la banque, la hausse du montant de refinancement sur les différents guichets de la BCEAO et l'introduction de bons Covid. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres a salué l'arrivée de 2 nouveaux membres au titre du Burkina Faso.
Autre préoccupation évoquée ce soir, le taux de couverture en énergie électrique en Afrique considéré toujours très bas. Il a mis en place un plan directeur pour relever la pente. Lomé abrite ainsi depuis hier une rencontre des experts venus de la sous-région pour collecter les données et faire ensuite des propositions aux États. Compte rendu, Christine Petit-Kialoudé. La consommation d'énergie par habitant dans l'espace CEDEAO est l'une des plus faibles au monde, 152 kWh par habitant par an. Près de 180 millions de personnes n'ont pas le privilège d'être éclairées. La CEDEAO veut relever le défi et c'est à travers son projet d'électrification de 20 000 villages dans les pays de l'espace. L'étude pour la sélection des villages bénéficiaires fait l'objet de discussions. La CEDEAO a commis une étude pour voir quelles sont les stratégies, quels sont les critères de sélection des localités en fonction des différents pays. Et chaque État membre va essayer de voir si ces données sont justes. L'accès à l'énergie, une garantie du développement socio-économique des États. La CEDEAO va, à travers le projet, porter le taux d'accès à 70% d'ici les 10 prochaines années. Ça dépend de la configuration géographique de chaque village. C'est pour cela que nous allons utiliser un système d'information géographique justement qui va nous aider à avoir localité par localité le nombre d'habitants, le nombre de ménages, est-ce qu'il a une école, des centres de commerce, ainsi de suite. Et c'est très intéressant pour des prises de décision. Est-ce que le village est éligible à quoi, selon les critères sur lesquels les États membres vont s'entendre. Le projet est initié sur fonds propres de la CEDEAO, coût provisoire 27 milliards de dollars US. La crise énergétique en Afrique encore avec ces images d'illustration qui nous viennent du Nigeria. Le pays vit depuis un moment une situation sans pareil, une pénurie de pétrole qui paralyse presque tous les secteurs d'activité. Reportage. Pénurie de pétrole, les Nigérians y font face depuis longtemps, surtout ces derniers mois. Ici, les carburants sont utilisés pour les voitures, mais aussi pour faire fonctionner les générateurs électriques. The black marketers, that is where I rely on, and their price is a little bit higher than how we used to get it before. For that, I have no option than to increase the price of my work, and not everybody can afford it. Pour le FMI, la guerre en Ukraine et les sanctions à l'encontre de la Russie et de ses carburants risquent d'empirer la crise. Pour la chef du FMI, de nombreuses économies africaines seront vulnérables avec des prix à la hausse. Pour les économistes, le Nigeria, premier producteur de pétrole en Afrique, peut sortir de cette crise. We have abandoned refineries. We need to refurbish them. We need to bring them back to life. We have renewable energies. We have the solar, the windmills, name them. They are there. Biotech, because we import almost everything. We still don't manufacture a lot here in Nigeria, but we have the materials to produce a lot of this. Cette semaine, le Nigeria connaît une nouvelle étape dans la crise. Les vols sont désormais annulés par manque de carburant. Pendant ce temps, au Togo, les élus locaux du Grand Lomé sont invités à être des relais sûrs du décret portant réglementation de la caution de la garantie du loyer et du bail d'habitation. Autour du ministre de l'Urbanisme, leur mission a été bien définie. Le point avec Komo Boyode. Désormais, la caution, la garantie du loyer et du bail d'habitation, autrefois insupportables par les locataires togolais devant les exigences des bailleurs, sont fixées à 3 mois sans excuse. Ainsi, en a mentionné le décret 2022-001-PR du 5 janvier 2022. Un équilibre est donc instauré entre preneurs et bailleurs. Depuis ce matin, les maires des communes du Grand Lomé s'approprient le contenu de ce décret qui dispose aussi du modèle de contrat de bail. Nous sommes heureux que le gouvernement ait pris l'initiative de cet encadrement. Et nous, en tant qu'élus locaux, on nous a associés à ce problème. Nous allons sensibiliser sur l'ensemble de nos territoires respectifs pour que tout le monde comprenne le bien fondé. Parce que ça a une portée sociale et une portée juridictionnelle qui permet d'éviter tous les problèmes de conflits de proximité. Cette disposition est donc une preuve que les autorités togolaises partagent vivement les peines du citoyen togolais à se procurer un logement. Ce décret
prend effet à compter de la date de sa signature. Le gouvernement a jugé utile d'encadrer aujourd'hui le secteur de logement en créant des dispositions ou bien en mettant en œuvre des mesures pour équilibrer le rapport entre le locataire et le bailleur, pour permettre au bailleur d'avoir une sécurité sur son investissement et protéger le locataire au moment où il cherche à avoir un abri pour se loger. Pour l'instant, cette mesure n'est applicable que dans le Grand Lomé. Des études sont en cours pour l'étendre aux autres villes du territoire. Une enquête foncière initiée par l'Office togolais des recettes est actuellement en cours dans la commune Golfe 3. L'objectif est de géolocaliser les immeubles afin de les sécuriser. L'opération est dans sa phase pilote. Le point avec Clarisse Ticlé. 2 semaines déjà que Olaolé et son binôme sillonnent les quartiers de la commune Golfe 3. Tous deux agents de l'Office togolais des recettes OTR, ils collectent des informations sur les maisons, immeubles et terrains bâtis ou non. Ce matin, ils sont au quartier du Massessé à Lomé. Reçus par la propriétaire de cette maison, ils ont recueilli des informations relatives à l'identité, à l'adresse du propriétaire, des caractéristiques de la maison, sa description et son occupation. Le travail, au fait, c'est de rattacher chaque immeuble, chaque parcelle à son propriétaire. Prenons le numéro de téléphone et s'il y a un titre foncier, un ancien titre foncier sur la parcelle, on recense ça aussi dans le but de géoréférencer l'immeuble avec le titre foncier. Il y a les gens qui sont favorables, qui sont accueillants, qui acceptent et nous donnent les informations que nous voulons. Par contre, il y a d'autres qui sont répulsifs. C'est une bonne chose. Ça permet de sécuriser notre maison parce que le cadastre sait déjà que nous sommes les propriétaires de cette maison. Il s'agit d'une enquête foncière initiée par l'Office togolais des recettes OTR à travers la direction du cadastre, de la conservation et de l'enregistrement. L'opération permet de géolocaliser les immeubles et de les géoréférencer avec leur titre foncier ainsi que leurs propriétaires dans la base de données du cadastre. Cette enquête va nous permettre de pouvoir recenser tous les propriétaires apparents. Donc, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas encore des titres fonciers aussi, on va les recenser et ça nous permettra, au moment où ils voudront introduire des demandes d'immatriculation, de pouvoir traiter ces dossiers-là rapidement. Il est relevé également au cours de l'opération le coût du loyer s'il s'agit d'un immeuble en location. En plus d'autres informations, notamment le numéro du titre foncier. On prend juste le numéro du titre. Donc nous demandons aux populations d'être vigilantes, de ne remettre en aucun cas leur titre foncier à qui que ce soit. Les agents recenseurs sont tous des agents de l'OTR. À ce titre, ils ont tous un badge OTR identifiable qu'ils portent au moment de l'enquête. La phase pilote de cette opération a démarré avec la commune Golfe 3. Elle sera étendue ensuite aux autres communes. La situation maintenant de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour du vendredi 18 mars 2022. Et la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 876. 5 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 542. Le nombre de cas actifs est de 62. Et le nombre de décès est de 272. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Point hebdomadaire de la vaccination au 17 mars 2022. Nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin Grand Lomé, 494 597. Région maritime, 111 964. Région des plateaux, 229 540. Région centrale, 146 821. Région de la Kara, 253 394. Région des savanes, 230 555, soit un total de 1
406 811. Nombre de personnes entièrement vaccinées, Grand Lomé 485 256, région maritime 99 611, région des plateaux 127 744, région centrale 102 167, région de la Kara 118 414, région des Savanes 167 839, soit un total de 1 161 091. Nombre de personnes ayant une dose de rappel, Grand Lomé 27 454, région maritime 794, région des plateaux 2343, région centrale 3622, région de la Kara 3619, région des Savanes 4596, soit un total de 42 428. Taux de couverture vaccinale 36%. Des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 29% des personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. 99 382 personnes de 12 à 17 ans ont été vaccinées à la première dose et 6 569 à la deuxième dose. Nombre de doses de vaccins déjà administrées est de 2 776 341. Situation également rendue publique par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mejiyawa. Suite de votre série d'entretiens sur le sommet sur la cybersécurité ce soir, nous partons à la découverte de ANSSI, Agence nationale de cybersécurité. Gerson, bonsoir. Vous êtes avec le directeur général de ANSSI. Oui, bonsoir Isidore. Nous parlons précisément ce soir de ANSSI. ANSSI, c'est l'Agence nationale de la cybersécurité. Et pour l'occasion, je suis avec son directeur général, commandant Bota Gualiba, qui est notre invité ce soir. Bonsoir mon commandant. Bonsoir monsieur Gerson Devour. Question toute simple ce soir pour commencer. Lorsqu'on parle de la cybersécurité, qu'est-ce que c'est en définition? Alors, je vais prendre des exemples précis. La TVT, qui est une chaîne de télévision, pour réaliser un journal télévisé, par exemple, vous allez réaliser un reportage. Dans ce reportage, il est constitué d'images, de sons. Donc ces images et ces sons constituent ce qu'on appelle des données. Alors, pour que ces données deviennent un journal télévisé qui atteigne votre cible, vous avez besoin de caméras, d'ordinateurs, d'appareils de mixage, de montage, d'émetteurs. Voilà, tout un matériel. Voilà, tout un matériel. Donc l'ensemble de ces matériels, de ces logiciels, des équipes techniques qui vont travailler pour réaliser ce journal constitue ce qu'on appelle un système d'information. Maintenant, la cybersécurité consiste à prendre un certain nombre de mesures d'ordre juridique, d'ordre technique et d'ordre organisationnel pour garantir à vos données et à votre système d'information leur intégrité, leur confidentialité, leur authenticité et surtout leur disponibilité. Donc en bref, la cybersécurité, c'est prendre des mesures pour qu'une personne non autorisée ne s'introduise dans votre système d'information pour y poser des actes malveillants. Voilà, vous donnez très bien l'exemple concernant la télévision togolaise, mais on va élargir. Au niveau national, notre pays aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait pour assurer sa cybersécurité ? D'abord, tout est parti d'une vision et d'une volonté politique des plus hautes autorités de notre pays. Et je saisis cette occasion pour saluer vraiment cette vision, cette volonté politique qui a voulu mettre la cybersécurité au cœur des politiques de digitalisation. Donc tout a commencé en 2018 d'abord par la mise en place d'un cadre légal et réglementaire. Donc le cadre légal et réglementaire, c'est d'abord la loi sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité qui a été adoptée en 2018, ainsi que le décret organisant, dont le décret relatif aux opérateurs de services essentiels, aux infrastructures essentielles et aux obligations y afférentes. Dans ce cadre légal et réglementaire a généré un cadre institutionnel et opérationnel. Donc ce cadre institutionnel, c'est la création donc, de l'Agence nationale de la cybersécurité, ainsi que la création du Cyberdéfense Africa, qui est donc le bras opérationnel de l'ANSSI, qui est chargé d'opérer les outils technologiques, donc, qui sont le CERT, qu'on appelle donc en anglais Computer Emergency Response Team, et le SOC, qui est Security Operations Center, donc qui sont les deux outils technologiques qui font la réponse et la détection des incidents de cybersécurité au Togo. Et donc l'ANSSI qui coiffe, disons,
tous ces dispositifs. Quelles sont ses missions? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement, ANSSI? D'abord, le rôle principal de l'ANSSI, c'est de concourir de façon significative à la définition et à la mise en œuvre des orientations et des politiques stratégiques des plus hautes autorités de notre pays en matière de cybersécurité. Elle a toute une panoplie de missions qui serait difficile de citer ici en exhaustivité parce que c'est assez long. Mais je vais vous citer juste quelques-unes. D'abord, la principale, c'est d'assurer la protection des infrastructures essentielles de notre pays ainsi que les systèmes d'information des autorités. C'est-à-dire ? Voilà, donc une infrastructure essentielle, c'est quoi? C'est une infrastructure qui délivre un service qui impacte énormément le fonctionnement du pays et le bien-être de la population et qui est fortement dépendant des outils technologiques, donc des outils numériques. Cette infrastructure est essentielle en ce sens que si, par malheur, elle fait l'objet d'une attaque informatique, un secteur de notre activité ou bien un secteur du fonctionnement du pays serait totalement paralysé. Donc il est primordial de mettre en place tout un mécanisme pour rehausser le niveau de protection de ces infrastructures. La deuxième mission de l'ANSSI, c'est de proposer aux autorités compétentes des mesures préventives et de coordonner les actions de réponse et de riposte aux attaques informatiques qui, comme vous savez, commencent à être de plus en plus sophistiquées et qui impactent tous les pays aujourd'hui. Une autre mission non moins importante, l'ANSSI étant un régulateur, a pour mission de qualifier les prestataires de services en cybersécurité ainsi que les produits qui entrent dans la sécurité informatique. Donc, il faut s'assurer que ceux qui vont venir pour délivrer des services de cybersécurité à nos entreprises et à nos organisations sont des gens sérieux et compétents. Et la quatrième, non moins importante aussi, c'est d'assurer la formation et la sensibilisation du public en général aux risques et aux menaces de cybersécurité. Voilà, là c'était les missions, mais concrètement sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce que l'ANSSI a posé comme acte? Quelles sont les actions visibles de l'ANSSI sur le terrain? Merci. L'ANSSI a été créée en 2019, mais pour tout un tas de raisons, son opérationnalisation a commencé en juin 2021. Étant donc une agence nationale, il faut déjà commencer à vous doter d'une charte graphique, des manuels de procédure et rédiger par exemple les référentiels techniques, les règles de cybersécurité, des stratégies de communication, des plans de réponse. Donc nous avons, dès notre prise de fonction, concentré nos efforts sur l'élaboration de ces instruments de travail. Mais concomitamment, nous avons commencé des actions de formation et de sensibilisation dans des administrations. Nous avons fait des sensibilisations au ministère des Travaux publics, au ministère de l'administration territoriale et nous apportons un appui technique aux acteurs de la chaîne, judiciaire que sont les forces de l'ordre, donc la police et la gendarmerie, ainsi que les magistrats dans la lutte contre la cybercriminalité. Voilà. Et dans les mois et les semaines à venir, nous comptons intensifier ces actions de sensibilisation pour toucher un plus grand nombre. Et quels sont aujourd'hui ces objectifs immédiats et puis dans les années à venir? L'ANSSI s'est fixé deux grands objectifs. D'abord, c'est de faire du cyberespace togolais. Donc, c'est quoi un cyberespace? C'est l'ensemble des réseaux informatiques installés sur le territoire togolais et qui sont connectés à Internet. Donc, tout cet ensemble constitue ce qu'on appelle un cyberespace. Donc, l'objectif de l'ANSSI, c'est de faire de notre cyberespace un cyberespace protégé et résilient qui inspire confiance aux utilisateurs des outils numériques. Voilà. Aujourd'hui, le Togo veut pousser dans la digitalisation de ces services pour que les Togolais aient confiance et utilisent bien ces outils numériques qu'on va mettre à leur disposition. Il faut qu'ils sachent qu'ils soient rassurés que leurs données seront suffisamment protégées. Et si jamais un de nos systèmes informatiques ou bien un de nos réseaux fait l'objet d'une attaque informatique, qui est de la réponse. Donc, un système informatique ou bien non, un cyberespace protégé et résilient. Et aussi, lorsque vous avez un tel cyberespace qui est protégé et résilient, c'est un atout pour attirer les investisseurs. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un investisseur veut mettre pied dans un pays, il veut s'assurer que ses actifs informationnels seront protégés. Si vous êtes un laboratoire pharmaceutique, vous voulez vous installer et développer des produits, il faut que vous vous rassurez que des gens ne vont pas voler vos brevets ou vos inventions. C'est extrêmement important. Le deuxième objectif, c'est faire en sorte que les Togolais adoptent la culture de cybersécurité par l'adoption des bonnes pratiques, en n'utilisant pas, par exemple, les logiciels craqués, ou bien au niveau des entreprises, en mettant des politiques de sécurité assez performantes pour éviter les attaques. Justement, aujourd'hui, Internet est devenu incontournable. Comment peut-on vraiment en profiter sans prendre trop de risques, mon commandant?
En cybersécurité, on dit souvent que le problème se situe entre le clavier et la chaise. Vous savez, entre le clavier et la chaise se trouve vous et moi, donc l'utilisateur. L'être humain est le maillon le plus faible de la chaîne de sécurité informatique. Et les cybercriminels l'ont très bien compris. C'est en exploitant des failles humaines, la fatigue, le manque d'attention, qu'ils parviennent souvent à s'introduire dans des réseaux ou bien dans des systèmes informatiques et voler les données. Donc, il est question que les Togolais comprennent que la cybersécurité, l'outil numérique offre des capacités, des facilités, mais derrière, il y a des risques. Et lorsqu'ils sont au courant de ces risques, qu'ils prennent les mesures. Et je les invite fortement, hier le directeur général de Cyberdéfense Africa l'a dit, d'aller sur notre outil de protection et de réponse qu'est le CERT.tg. Donc c'est un site internet sur lequel l'ANSSI publie des mesures de bonne pratique et d'hygiène informatique, ainsi que des bulletins d'alerte sur les dernières tendances dans le domaine de la cybercriminalité. Donc une fois que vous allez sur ces sites et que vous lisez les bonnes pratiques qui sont publiées, que vous les mettez en œuvre, vous vous protégez et vous protégez aussi l'ensemble de notre cyberespace. Donc c'est une guerre qu'il faut qu'on mène ensemble. Si tout le monde y adhère et observe ces bonnes pratiques, nous allons avoir un cyberespace protégé et résilient, qui est l'un des objectifs donc, de l'ANSSI. Commandant Bota Gwaliba, vous êtes le directeur général de ANSSI. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Isidore Koubatine, c'est la fin de cet entretien. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Gerson Dovo, et à votre invité pour toutes ces précisions. Le championnat militaire et paramilitaire de football connaît depuis hier le champion de la 36e édition qui n'est autre que le régiment parachutiste commando de Kara en finale le RPC après les dossiers sur l'association sportive de la gendarmerie nationale au tir au but. Le film de la finale avec Achou Saba, commentaire à Film Johnson. Ambiance festive à l'état-major des forces armées togolaises. L'événement du jour, c'est la finale de la 36e édition du championnat militaire et paramilitaire de football. L'association sportive de la gendarmerie nationale, AGENA, en maillot bleu, et le régiment parachutiste commando de Kara, en rouge, sont les deux derniers challengers à se disputer le trophée. Si l'AGENA s'est montrée plus entreprenante durant le premier quart d'heure, les parachutistes eux aussi ont tenté quelques incursions. Insuffisant de part et d'autre pour marquer. 0 but partout à la pause. À la supériorité technique des gendarmes en seconde période, les bérets rouges ont opposé une farouche résistance. Et les deux équipes se neutralisent à nouveau. Place alors à la séance de tir au but. Épreuve de nerfs où le RPC tire les marrons du feu. 8 tirs à 7. Il y a de quoi jubiler. Parce qu'on a commencé le championnat timidement. L'équipe du RPC n'était pas vraiment en forme au départ. On avait 7 titulaires qui étaient en stage. On a beaucoup travaillé. Et je l'ai dit au départ, les 1 semaine qu'on a eu à Kara de repos, ça m'a permis de remettre mes pions et travailler surtout sur le plan tactique. Sachant qu'à Lomé, il y a des grandes équipes, la police et la gendarmerie. Donc j'ai trop misé sur le tactique. Et aujourd'hui, ça a payé. Et vraiment, on revient de loin. C'est comme en 2018. J'ai confiance en mes joueurs. Et je pense que tout ce qu'on a fait à l'entraînement, ça a payé, on a la coupe. Satisfaction pour l'équipe vainqueur, idem pour le comité d'organisation. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons fait comme organisation. Le reste, c'est à la hiérarchie de nous apprécier, d'évaluer ce qui a été fait. Vous savez qu'il y a eu une interruption pendant 2 ans sans compétition due à la Covid. Et c'est la toute première fois que nous reprenons le sport roi. Je pense que le niveau n'était pas celui d'avant, mais quand même il y a eu l'engouement. Des médailles pour la police nationale 3e et la GENA 2e. Médaille plus trophée pour le RPC, grand champion. Tout dans le fair play et la détermination pour chaque régiment des FATS de faire mieux l'année prochaine. Et cette note avant de refermer cette édition à 21h, vous suivrez l'émission Au cœur de la nation. Anita Tigakou et ses invités reviennent sur le mémorandum d'entente signé entre le gouvernement et les syndicats enseignants. Soyez donc tous au rendez-vous. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie. Thank you.